aujourd'hui, tout le monde parle carrément ouvertement de trafic d'organes en Haïti. Quand vous voyez ça, c'est comme si nous sommes ce magasin à pièces de rechange. Et lorsque on en a besoin d'une pièce pour remplacer le rein d'un multimillionnaire, eh bien, il y a un marché. Lorsqu'il y a une entreprise aussi en déliquescence qui a besoin de la main-d'œuvre à bon marché, eh bien, on tape sur la violence en Haïti pour faire fuir. Donc, tout le temps, on n'arrête pas de fuir. Et le cochon créole, c'était le carnet banque des paysans. Et ça permettait de payer la scolarité des enfants et de nourrir la famille. On a reproduit le système colonial à travers notre école, à travers les structures de la société et pour maintenant arriver là où nous sommes. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ici dans les studios de Haïti Inter Étienne Jean qui vient nous parler de cet ouvrage, son ouvrage Haïti, le grand désarmement, sabotage économique, délitement socioculturel. Alors, ce désarmement, ce n'est pas forcément le désarmement auquel vous pensez. On va en parler avec Étienne Jean. Tout d'abord, bonjour Étienne Jean. Bonjour Guy et bonjour à toute l'équipe de Haïti Inter. Donc c'est un plaisir pour moi de participer à cette grande émission qui a vu passer pas mal de grandes figures dans la communauté haïtienne de France et la communauté haïtienne en général. Parce qu'il n'y a pas que des Haïtiens qui vivent en France qui passent ici. À chaque fois vous tournez vos émissions, j'ai regardé et j'ai vu de belles têtes et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Super. Alors déjà, en fait, comment dire, j'ai dit que c'est pas cet ouvrage évidemment. Je dis que ce n'est pas le désarmement auquel on pense. Et évidemment, c'est un autre désarmement. C'est le désarmement du pays sur le plan, on va dire, économique, culturel. Est-ce que vous pouvez nous dire plus, un petit peu, sur cet ouvrage? Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Et vu les circonstances actuelles, Haïti est submergé par la gangstérisation. Et quand j'ai présenté ce livre, tout le monde pense que je voulais parler de désarmement. En fait, quand je parle de désarmement, que je parlais des armes conventionnelles. Je parlais de fusils, de gaz lacrymogène, de gilets pare-balles, etc. Mais j'aime souvent dire que avec de la volonté, on peut désarmer et réarmer un peuple facilement avec de l'argent, en un temps record. Mais lorsque ce désarmement se fait en profondeur sur le plan économique et social et psychologique et culturel, on a besoin plus de temps pour voir non seulement ses conséquences, mais aussi pour éradiquer ces méfaits dans la société. Donc c'est pour ça qu'en analysant, en regardant la société haïtienne, moi j'ai grandi en Haïti, j'ai quitté Haïti à 24 ans. Je suis venu en France, j'ai travaillé, j'ai étudié, je suis retourné en Haïti et à l'âge vraiment avancé, j'avais 39 ans lorsque je suis retourné en Haïti, j'ai travaillé et j'ai observé la société haïtienne. Et revenir en France, je voulais écrire et donc j'ai proposé ce livre à la communauté haïtienne et à tous les amis d'Haïti, à ceux et celles qui sont vraiment intéressés à la cause haïtienne. D'accord, effectivement. Donc, ce désarmement, c'est un désarmement politique, économique surtout, parce qu'on va en parler. Alors, effectivement, j'aurais dû d'abord présenter mon invité. C'est pas trop tard. Alors, Étienne Jean, qui il est. Alors, je sais pas si... vous présentez-vous, Étienne Jean. Dites-nous qui vous êtes, comme ça, pour qu'on puisse vous situer. Ok, moi, Étienne Jean, communément appelé Gabi, je viens de Baptiste. Baptiste, c'est une commune du bas plateau central, à 19 km de Bel-Ader, donc non loin de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Après, j'ai grandi un peu à Mirebalais, puis à Port-au-Prince, où j'ai commencé mes études universitaires. Et après, je suis venu à Paris, comme je l'avais dit tout à l'heure, et à 24 ans, où j'ai continué mes études. Et là, je vais entamer un parcours de militant associatif. J'ai créé l'association Nouvelle Image d'Haïti, ANI,
Et dans la communauté haïtienne, on a organisé pas mal de choses, notamment un dîner qu'on a organisé dans la communauté, mais ce dîner, le but, c'était de récolter les fonds pour financer des activités que nous avions en Haïti, notamment un festival qu'on avait organisé à Baptiste, qui s'appelle Festival du Café. Le but de ce festival, c'était de promouvoir la culture de café à Baptiste. Alors, c'est vrai que Baptiste revient beaucoup dans cet ouvrage, parce qu'au tout au début, vous parlez effectivement de votre enfance dans ce village, vous parlez de vos parents, des femmes, les femmes poteaux, oui, qui ont tenu vraiment ce lieu. Et vous dites effectivement, là j'ai appris qu'il y avait des femmes, tonton Macoute, dans la localité, mais c'est quand même incroyable, qui tenaient un peu la localité. En fait, c'est fou quand même. En fait, ouais, vous avez bien fait de le souligner, c'est que d'entrée de jeu, j'ai voulu rendre hommage à ces figures de femmes et qui tiennent, ou du moins qui ont tenu le pays pendant 2 siècles en réalité. Parce que la paysannerie haïtienne, les femmes ont eu un rôle extrêmement important. Et ces femmes qui incarnaient un idéal féminin, sans avoir lu, comme je l'ai dit dans le livre, ni Henriette Saint-Marc, Simone de Beauvoir, etc. Donc, vous voyez, elle portait en elle un idéal féminin. Bien sûr, il y avait des femmes tonton Macoute, et ces femmes tonton Macoute, elles n'étaient pas là pour faire de l'abus dans la communauté, mais elles étaient là pour faire respecter l'ordre établi. Et quand elles se pavanaient, soit à cheval ou à pied, ben, tout le monde gardait le respect pour ces femmes tonton Macoute, voyez, dans la communauté. Mais il n'y avait pas que des femmes tonton Macoute. Et derrière ces apparences de chef se cachaient aussi des femmes qui avaient un savoir. Et il y avait des sages-femmes qui étaient en même temps tonton Macoute et sage-femme, ou qui étaient seulement sage-femme, ou du moins sage-femme paysanne et tonton Macoute. Donc il y avait celles qui, j'en ai cité quelques-unes dans le livre, qui avaient fait le choix tout simplement de ne pas avoir d'enfants. Elles ont voulu consacrer leur vie à leur profession de militants dans la milice des Duvalier. Alors, mais ce que je voulais savoir, est-ce que avec le déchoucage, quand Jean-Claude Duvalier est parti, est-ce que ces femmes ont pu rester dans la localité ou bien elles ont été chassées? Non. Il n'y a aucune femme qui a été chassée dans la localité. Bien sûr, elles ont perdu un peu de plume. Les militants de la zone, comment les révolutionnaires sont partis chez elles récupérer les costumes, les bleus Macoute, que j'ai parlé, le bleu Macoute, en jeans, etc. Mais elles sont restées, elles ont été protégées. Moi, à ma connaissance, en 1986, j'avais 8 ans. Il n'y a aucune personne qui a été lynchée dans la communauté parce qu'elle appartenait au régime des Duvalier. Donc, il y avait une sorte de une symbiose quand même entre la communauté et ces gens, ces milices. Ils n'étaient pas là seulement pour faire régner la terreur, du moins, mais il y avait une sorte de convivialité. Ils venaient de la population, ils étaient de la population, donc ils ont su vivre en symbiose avec la population, mais quand bien même c'était un régime totalitaire. D'accord. Alors, c'est vrai que vous partez de ces femmes, de cette grande, on va dire entre guillemets, et figure féminine, parce qu'on le rappelle, c'était quand même des miliciennes quand même, et pour venir c'est vrai que le titre du premier chapitre, c'est de femmes potomitons à Madame Papa. Alors, moi ça m'a intéressé parce que effectivement, le parallèle, j'ai trouvé, c'était peut-être une façon pour vous de montrer un peu le délitement de la société, et voilà, en fait, d'une forme de décadence, entre guillemets. C'est qu'on est passé de ces femmes-là à Madame Papa. Alors, Madame Papa, je rappelle, c'est des jeunes filles, effectivement, qui se font, comment dire, entretenir par des hommes plutôt âgés. C'est un phénomène qui a émergé en Haïti, plus après 2010, non? Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, ce phénomène de Madame Papa, que vous parlez bien dans votre livre? Tout d'abord, laisse-moi revenir avec ce parallèle que j'ai voulu faire entre les deux Madame Poto
à Madame Papa. Quand j'ai parlé de Poto, Madame Poto à Madame Papa, et cette Madame Poto, ce cas de figure que j'ai pris dans mon livre, c'est une femme qui a vraiment vécu et qui s'appelait Madame Poto. Son mari, c'était un Poto, il s'appelait Poto. Vous voyez, donc non seulement elle s'appelait Madame Poto, mais elle représentait aussi une femme potomitan de la paysannerie haïtienne. Ce que j'ai voulu faire par là, c'est de montrer comment la paysannerie qui passe d'1 hectare de terre ou de 2 hectares de terre, du fait de la famille nombreuse, et deuxièmement, du manque d'encadrement de l'État, au fur et à mesure, on va aboutir à ce qu'on appelle l'émiettement de la propriété en Haïti. Et puisque toute la richesse de la paysannerie reposait sur son lopin de terre et son cheptel, eh bien, à force d'avancer dans le temps, la paysannerie va perdre sa capacité de subsistance. Et il y aura comme conséquence, l'une des conséquences, on va assister à l'exode. Il n'y aura pas que la politique de Duvalier qui va gonfler l'exode rural en Haïti, mais il y aura aussi l'une des causes premières, c'est l'émiettement de la propriété, et parce qu'on a eu un taux de natalité non contrôlé en Haïti, eh bien, on va assister à l'émiettement de la propriété. Et l'émiettement de la propriété va pousser les enfants des Madame Poto, de la paysannerie et haïtienne, vers les bidonvilles de Port-au-Prince. Et les bidonvilles de Port-au-Prince vont donner naissance à des Madame Papa et à tout, par exemple, les Sainte-Anise, etc., à tout type de problèmes sociaux que nous avons confrontés. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez le problème que nous avons en Haïti, mais si vous allez faire la généalogie, vous verrez que la plupart des Haïtiens qui ont vécu dans les banlieues déchiquetées, mais viennent généralement de la paysannerie et émiettée de leur propriété. Est-ce que vous pouvez rappeler, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, ce que c'est Madame Papa? Parce que j'imagine il y a des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est, de quoi on parle. Madame Papa, c'est quoi ce phénomène? Ok. Et le phénomène Madame Papa, bien sûr, a commencé à prendre naissance depuis quelques années dans la société haïtienne. D'abord, les Madame Papa sont des jeunes filles, très souvent mineures, 16, 17, 18 ans, qui entretiennent des relations avec des hommes qui auraient pu être leur père et même leur grand-père. D'où l'expression les Madame Papa. Ce thème a été popularisé en Haïti dans une chanson d'un groupe Rabodaï qui a composé sa chanson qu'il a intitulée Mes Madame Papa. Ok, Mes Madame Papa. Et donc c'est une façon de rire d'une réalité, mais qui a une cause profonde. Et Laïnek Hubon, il dit quelque chose: quand un peuple rit de ses plaies, c'est qu'il a perdu l'espoir de les guérir. Et vous allez voir aussi dans le livre, j'ai parlé de phénomènes que j'ai essayé d'écrire, un concept que j'ai essayé d'élaborer, que j'appelle le biais haïtien. C'est notre façon à nous de passer en dérision une réalité sociale qui est extrêmement dure, mais le fait de rire, on pense que on va le guérir. Mais la guérison, c'est pas vraiment une guérison, mais c'est plutôt une anesthésie. Le rire a un effet anesthésiant sur la douleur qu'on ne peut pas guérir nous-mêmes. Donc c'est d'où et c'est de cette manière que le thème Madame Papa est venu. Donc on a fait simple. De même qu'on a appelé les enfants de rue les cocorates et les bœufs chênes, etc. Donc on a trouvé un nom assez facile pour cacher une réalité sociale qui avait besoin de fouiller les racines pour essayer de guérir la plaie. Donc, moi, dans le livre, comme vous le verrez, je n'ai pas porté de jugement de valeur sur ni les Madame Papa, ni les Sainte-Anise, ni qui que ce soit, mais j'essaye de faire une analyse profonde des causes structurelles d'une société en déliquescence pour pouvoir saisir une réalité sociale et proposer des solutions
de résolution. C'est vrai. Et puis en plus, j'imagine que c'est pas facile aussi, en fait, de porter, je parle pour ces jeunes femmes aussi, ce poids. Parce que souvent, elles doivent aussi, comment dire, nourrir la famille et tout ça. C'est souvent sur elles que repose un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est souvent des jeunes femmes, c'est assez difficile. Alors, effectivement, dans votre livre, effectivement, vous analysez un certain nombre de choses. Hein, c'est un diagnostic, on va revenir tout à l'heure par rapport aux solutions que vous proposez. Mais d'abord, par rapport à certaines crises qu'on a aujourd'hui et que on peut dire qui ont commencé vraiment très tôt et qui ont exacerbé surtout dans les années 80. Je pense surtout à la question de l'alimentation. Effectivement, vous parlez d'une question qui est souvent récurrente en Haïti, c'est la question de la crise porcine. Je voulais en parler avec vous, effectivement, la destruction des cochons créoles, on en parle souvent. Et effectivement, vous dites que à partir, effectivement, on a commencé, en fait, surtout dans la paysannerie haïtienne, effectivement, à avoir vraiment cette, comment dire, la misère et que, comment dire, l'exode rural à partir de ce moment-là. Oui, exactement. Vous avez parlé de la crise porcine, mais tous les experts et tout le monde dit que le cochon créole, c'était le carnet banque des paysans. Mais c'était le carnet banque des paysans parce que c'est un cochon qui s'adaptait aux produits locaux. Et vous lui donniez de l'avocat, de l'igname, des légumes que nous consommions, les cochons créoles les consommaient aussi. Et c'était pas nécessaire de construire des enclos pour les garder avec des soins exagérés. Et lorsqu'on a introduit l'autre espèce de cochon, je crois que c'est à partir de 1982, ou un peu plus tard, donc, 84, 82, et bien, la paysannerie va commencer par perdre de ses forces. Parce que ce cochon créole qui était pour lui l'élément clé, parce que on gardait le cochon, on l'engraissait pendant toute la période, et quand on arrive à septembre, on le vendait et ça permettait de payer la scolarité des enfants et de nourrir la famille. Parce que il y a certaines régions en Haïti, par exemple, moi, à Baptiste, le café qui était la culture principale que nous avions, eh bien, le café produisait qu'une seule fois l'an. Donc, c'est d'octobre jusqu'à décembre, dans certaines régions, parce que à Baptiste, il y a plusieurs sous-régions. Donc, et les régions les plus montagneuses, eh bien, le café pouvait aller jusqu'en janvier ou des fois jusqu'en mars. Mais pendant tout le reste de la saison, par exemple à Baptiste, comme je dis, il n'y avait pas de mangue, il y avait que le café, l'avocat, quelques légumes et le cochon. Et mais lorsqu'on a détruit le cochon, sur ce fond de crise porcine, d'ailleurs, on disait qu'il décimait un peu. Mais il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie, c'était la crise peste porcine. Okay. Donc l'épidémie était en Haïti et aussi en République dominicaine, et les Américains voulaient détruire tous les cheptels des Haïtiens et aussi en République dominicaine. Sauf que eux, leur économie était plus résiliente que la nôtre. Donc nous perdre le cochon créole, ça a été une catastrophe pour l'économie haïtienne. Comme on dit, le paysan avait perdu la moitié de son carnet de banque. Donc, effectivement, ça a entraîné l'exode rural et tout ça, la bidonvillisation. C'est l'un des facteurs. Parce que, comme je l'ai dit, l'exode rural, la bidonvillisation, c'est beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur foncier. Et d'ailleurs, les paysans, leur héritage, c'était quoi? Quelques hectares de terre pelée, un cheptel famélique, et lorsque ils vont commencer, parce que moi ce que j'ai fait, bien sûr, notre problème c'est accéléré autour des 40 dernières années, mais quand bien même ça fait longtemps qu'on a commencé avec le délitement dans la société haïtienne. On peut même remonter à 1942, vous voyez, avec la ASCO, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui, parce que, et si l'on remonte même, c'est dès la naissance de la patrie, en 1806, lorsqu'on a assassiné Jean-Jacques Dessalines, parce qu'il voulait opérer
une réforme agraire dans le pays, eh bien, c'était le péché originel. Ça veut dire le pays a été construit à la base et sur une base d'une répartition qui était mal faite. Parce que on a dit que les généraux et les héritiers du système, ils ont pris les meilleures terres et les descendants d'esclaves, surtout ceux qui venaient d'arriver, eh bien, ils héritaient les terres qui étaient accidentées, etc., etc. Donc, ce problème va persister dans le temps et jusqu'à produire aujourd'hui ce phénomène de bidonvillisation, en fait, d'exode rural, parce que la paysannerie ne pouvait plus contenir les enfants. Et en fait, là, une population grandissante, une population qui passait à des centaines de milliers de personnes à des millions. Maintenant, la paysannerie ne pouvait plus contenir, avec les maigres infrastructures qu'il y avait dans les paysanneries, eh bien, donc la paysannerie ne pouvait plus contenir ces nombreuses personnes qui les a jetés vers l'exode rural. Et aujourd'hui, le phénomène auquel on va assister, peut-être qu'on n'a pas encore commencé à écrire là-dessus, mais moi j'ose l'appeler, c'est un boomerang socio-démographique. Le boomerang socio-démographique, c'est quoi? Et du fait de manque d'assistance de l'État et de la famille nombreuse, les paysans, au fur et à mesure, au fur des générations, ont perdu leurs terres émiettées, qui ne pouvaient plus répondre à leurs besoins existentiels. Donc, on a assisté à une cohorte d'exode rural et la bidonvillisation. Maintenant, la bidonvillisation a produit tous les phénomènes que nous sommes en train de voir, ou du moins ce que nous venons de voir, les Saint-Anis, les Madame Papa, et aussi les soldats. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que ça a fait? La misère et l'insécurité, maintenant, ça repousse tout ce flux issu de l'exode. Maintenant, ça repousse dans les villes de province. Et les villes de province, maintenant, sont explosées parce qu'elles n'ont pas été conçues pour ce nombre incalculable de personnes. Sinon, par exemple, dans le plateau central, lorsque les bandits ont envahi Mirebalais, mais les dizaines de milliers de personnes qui vivaient à Mirebalais, ils ne sont pas revenus à Port-au-Prince. Ils ne sont pas partis au Cap-Haïtien, ils sont partis un peu à Hinche, ils sont partis à Las Caobas, à Belader et à Baptiste. Et dans d'autres villages de la région. Et dans d'autres villages de la région, est-ce que ces villages étaient adaptés pour contenir ces reflux, on va dire ces reflux migratoires, ce boomerang socio-démographique? Effectivement, c'est très compliqué. Alors, il y a, dans votre livre, vous analysez la pièce de Maurice Sixto. C'est très bien, effectivement, le parallèle que vous faites avec la situation de la société haïtienne. Je trouvais ça très intéressant. Et vous dites qu'on sort, en gros, que vraiment, la société, en fait, reproduit encore les Saint-Anis et les Chantoutous. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je rappelle effectivement la pièce Ti Saint-Anis de Maurice Sixto. C'est une pièce qui parle effectivement de l'histoire d'une petite fille Restavek, et phénomène très en vogue en Haïti. C'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe de la famille, une famille plutôt aisée, classe moyenne supérieure, on va dire, et puis qui s'occupe d'une autre enfant, un petit peu plus âgée qu'elle quand même. Elle avait 10 ans. Et c'est elle qui doit vraiment s'occuper de la maison, emmener Chantoutou à l'école, etc. Et Chantoutou, elle était comme une espèce de princesse, on va dire ça. Donc, effectivement, vous dites que la société haïtienne, parce que vous comparez même, on va dire, la société Pétionville, qui représente, on va dire, dans l'imaginaire collectif, les bourgeois, un territoire vraiment complètement séparé du reste d'Haïti. En fait, là, en fait, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que en fait, vous voyez dans la société haïtienne d'aujourd'hui encore les reproductions encore et encore de ce phénomène, de ces phénomènes de satanisme? Parce que là, on peut penser que toutes les cartes sont rebattues aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Au contraire, nous sommes en train de payer les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'ai introduit le texte de Maurice Sixto que j'admire. Pour moi, c'est l'un des plus grands sociologues de Haïti. À travers ses pièces
qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé tous les phénomènes, tous les problèmes que nous avions en Haïti, mieux que les sociologues eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dans mon texte, j'ai dit les héritiers de Chantoutou et de Sainte-Anise. Parce que Sainte-Anise et Chantoutou, cette réalité sociale d'enfants supérieurs, c'est ça, c'est que vous venez d'écrire dans la pièce de Maurice Sixto, ça, tous les Haïtiens le comprennent. Vous voyez, les restes avec et les enfants de riches. Maintenant, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de voir quelle est leur descendance. Quel est le comportement des enfants des Chantoutou? Que sont-ils devenus? Et que sont devenus les enfants des Sainte-Anise? Et ce que j'ai voulu faire remarquer aussi, c'est que lorsque vous regardez le comportement des politiciens en Haïti, ceux qui ont la tâche de planifier le vivre ensemble, le développement du pays. Quand vous voyez la légèreté avec laquelle ils gèrent la chose publique, c'est comme s'ils n'avaient rien à faire de la population. Il y a une telle négligence, un tel mépris social. Là, il faut questionner pourquoi. Parce que si vous êtes haïtien, quand bien même vous connaissez le pays, vous connaissez la misère qu'il y a dans le pays, et que vous êtes en charge de faire quelque chose, vous devriez faire quelque chose pour le pays. Eh bien, et lorsqu'on va dans cette pièce, et de voir comment ces enfants ont été éduqués à mépriser ceux qui ne les ressemblent pas, eh bien, ils ne pouvaient pas en produire autre chose que la méprise de la société haïtienne. Vous voyez, ça, c'est de l'ordre de la psychologie. On reproduit, c'est la sociologie, on reproduit ce qu'on a appris. Donc, les enfants des Sainte-Anise, eux, ils se débrouillent, ils essayent de vivre du mieux qu'ils peuvent. Mais les enfants des Chantoutou, les descendants des Chantoutou, et ces enfants qui ont eu la chance de fréquenter cette école qui fabrique cette catégorie qui se croit supérieure par rapport à l'autre, parce qu'il faut le dire, l'école haïtienne, c'est l'école qui a produit aussi cette ségrégation sociale dans laquelle nous vivons. C'est vrai, mais on a envie de vous dire, c'est vrai que dans toutes les sociétés presque, effectivement, on fabrique des Chantoutou et des Sainte-Anise, mais c'est vrai que dans la situation haïtienne, il y a un côté, comment dirais-je, assez typique, peut-être plus révoltant qu'on peut voir ailleurs, probablement. C'est ça, peut-être qui choque, parce que pour un pays quand même qui a fait la révolution, cette révolution qu'on connaît, c'est vrai que ça nous... Mais aujourd'hui, pourquoi je dis est-ce que toutes les quatre ne sont pas rebattues? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va dire que c'est une partie des descendants de Chantoutou, maintenant, ils ont des armes. Hein. Des Sainte-Anise. Des Sainte-Anise, je voulais dire, pardon. Des Sainte-Anise. Ouais, ils ont des armes. Ils ont les armes. Ils ont les armes. Donc, du coup, on peut dire que, en fait, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que ça peut amener à une prise de conscience, ou bien il est trop tard? Parce que ceux-là, en fait, tous ces descendants de Chantoutou qui se croyaient à l'abri de tout, et voilà, aujourd'hui... Est-ce que vous pensez que la situation aujourd'hui les fait prendre conscience un peu? En fait, moi, je ne crois pas dans ce qu'on appelle cette prise de conscience collective. Et le professeur Leslie Malika, il vient dire ça aussi. Il peut y avoir un sursaut. Vous voyez, c'est un effet de flamme. Mais ce n'est pas une prise de conscience durable. Parce que la prise de conscience durable, et ça se travaille, ça s'éduque. Il faut éduquer les peuples à prendre conscience durablement d'eux-mêmes. Bien sûr, là, c'est un événement, c'est une sorte de révolution, mini-révolution. Aujourd'hui, tout le monde a les armes. Hein. Ce que j'ai décrit dans mon livre, les blodets. Parce que quand on parle des Madame Papa, il y a aussi les blodets. Ah oui, c'est le versant masculin, non? C'est pas forcément le versant masculin des blodets, mais par exemple... Ah non, les blodets, ce sont les copains officiels des Madame Papa, c'est ça? Les blodets, vous voyez, les petits blodets, ce sont les copains officiels des Madame Papa qui ont appris à vivre dans une relation triangulaire et en essayant de mettre en souffrance leur amour, vous voyez, de refouler leur amour parce que
ils n'avaient pas les bonnes paires de baskets, le beau pantalon et les dollars qui vont avec. Et maintenant, quand on a les armes, eh bien, on n'est plus dans cette posture de blondet. Vous voyez, on est dans une autre posture et de pouvoir s'affirmer. Vous voyez, donc la société, et je n'ai pas dit que la société haïtienne, elle est spécifique. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sociétés qui ont les mêmes représentations, les mêmes faits sociaux que nous. Mais quand bien même, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous avions été le premier pays, le premier peuple à nous libérer de l'esclavage. Le comportement que nous avions eu pendant toutes ces années, n'est pas le bon comportement que nous devrions avoir. Parce que nous avons la responsabilité d'être un phare pour les autres peuples opprimés. Nous ne pouvons pas, nous ne devions pas opprimer les enfants de chez nous. On aurait dû avoir un autre comportement par rapport à eux. Et on a reproduit le système colonial à travers notre école, à travers les structures de la société, et pour maintenant arriver là où nous sommes. Effectivement. Vous dites que dans votre livre, Haïti est un magasin à pièces de rechange humaines, tellement la seule échappatoire qu'il y a aujourd'hui, c'est de partir pour un jeune Haïtien. Donc ça veut dire que on est comme en transit tout le temps. Tout le temps. On est en transit. Et si vous faites une psychanalyse de la société haïtienne, vous verrez que ce n'est pas anodin du fait de notre constitution même en tant que peuple de passage. Hein. On nous a pris d'un continent avec toute la souffrance que ça a dû coûter pour nous emmener sur un autre continent, chassés, séparés de nos parents, et arriver sur cette terre, toute la misère, la souffrance qu'on a endurée. Et puis, à la création de cette nation, on n'a jamais su établir l'équilibre. Et maintenant, le seul rêve qu'on a toujours vendu aux Haïtiens, il faut quitter Haïti. Il faut voyager pour voir ce qui se fait mieux ailleurs. Et maintenant, regardez le commerce qui se fait en Haïti. Aujourd'hui, tout le monde parle carrément, ouvertement, de trafic d'organes en Haïti. Quand vous voyez ça, c'est comme si nous sommes ce magasin à pièces de rechange, et lorsque on en a besoin d'une pièce pour remplacer le rein d'un multimillionnaire, eh bien il y a un marché. Lorsqu'il y a une entreprise aussi en déliquescence qui a besoin du main-d'œuvre à bon marché, eh bien on tape sur la violence en Haïti pour faire fuir. Donc tout le temps on n'arrête pas de fuir. Et on n'arrête pas de fuir. C'est la seule solution, mais c'est aussi l'une des causes de nos malheurs, la fuite. Parce qu'on ne peut pas rester pour résoudre le problème que nous avons ensemble. L'instabilité devient la seule chose qui est constante en Haïti depuis plus de 40 ans. On ne s'est jamais posé en Haïti pendant 10 ans pour faire quelque chose. Mais il y a certains qui diraient que cette instabilité est alimentée par des acteurs, on va dire, internationaux et tout ça. Pour alimenter. C'est ça. Est-ce que c'est une façon aussi de nous déresponsabiliser un peu, non? Les deux. Bien sûr, pour nous déresponsabiliser et pour eux aussi, non seulement de bénéficier, d'obtenir le bénéfice de ce qu'ils ont besoin, et puis de dire aux autres, regardez Haïti, là où il est. Parce que cet enfant terrible qui a pris son indépendance au début du 19e siècle, eh bien, il ne fallait pas que ça reste comme ça. Il faudrait calmer cette nation. Et malheureusement, aujourd'hui, nous aussi, on s'est laissé entraîner. On s'est laissé entraîner dans le piège. Et on n'a jamais compris que notre comportement allait alimenter cette instabilité et cette descente aux enfers. Et malgré tout, aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, nous continuons de nous comporter de la pire des manières. En 1900, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de Leslie François Maninga. Effectivement, j'allais venir parce que vous consacrez tout un chapitre à l'analyse, effectivement,
d'une prévision de Leslie Maningha qui a, on va dire, cette analyse effectivement à rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure par rapport à l'opposition entre Sti Sainte-Anise et Chantoutou. Alors, Leslie Maningha avait prévu que, on va dire, l'avènement d'une nouvelle classe politique issue de la masse, effectivement, et qu'une fois cette classe politique, on va dire, aura émergé, donc les choses pourront changer à ce moment-là. Alors, vous appelez ça, je crois, dans votre livre, la désillusion du professeur Maningha, parce qu'effectivement, on va dire, on a eu cette prise de pouvoir par cette classe politique. Mais bon, voilà où on en est. Ça n'a rien donné. Ouais. Leslie François Maningha avait fait cette prévision en parlant des boat people, surtout les enfants des boat people. Parce que ce qu'il a voulu dire en faisant sa prévision, c'est que le pays a été méprisé, négligé par les dirigeants, mais ces dirigeants, qui étaient-ils? C'est surtout les héritiers du système. Le pays a toujours été dirigé par ceux qui avaient le plus, etc., etc. Maintenant, sa prévision, c'était que, à partir des années 78, il y a eu beaucoup de boat people qui ont quitté Haïti. Ce phénomène de boat people qui n'a pas pris naissance en Haïti, mais qui a pris naissance, je crois, en Asie du Sud-Est, et aussi que les Haïtiens ont pris les bateaux pour voyager, quitter Haïti dans des conditions irrégulières pour rejoindre les États-Unis, principalement. Et donc, une fois que les enfants, et que quand ces boat people sont arrivés aux États-Unis, ils ont travaillé, mais leur argent a servi à payer l'éducation de leurs enfants. Et ces enfants qui ont fréquenté des grandes universités locales et internationales. Et sa prévision, c'était que lorsque cette génération sera en âge de prendre le pouvoir, eh bien, puisque cette génération vient des entrailles de la population, eh bien, elle se comporterait d'une manière différente. De l'élite, de l'ancienne élite. De l'ancienne élite, et pour apporter la solution pour le pays. Et c'est de là que je parle de la désillusion du professeur Leslie Maningha, parce que depuis qu'il a émis ce pronostic avec une vision prométhéenne, donc il avait une vision positive de l'homme haïtien, et bien depuis qu'il a émis cette hypothèse, et bien qu'est-ce qu'on a constaté? C'est l'effet inverse carrément de sa prévision. De sa prévision, pardon, et que nous sommes en train de constater dans la société. Bien sûr, cette génération a pris le pouvoir. Ils ont 45 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans. Ils ont pris le pouvoir. Mais quel a été leur comportement, généralement? Et là, j'ai essayé d'analyser plusieurs facteurs, peut-être que le professeur, sur le plan intrinsèque, et de l'homme, que le professeur n'avait peut-être pas analysé. Et j'ai essayé d'analyser le comportement, pourquoi cette classe qui a pris le pouvoir n'a pas apporté un changement pour la population. Et parmi les effets que j'ai analysés, il y a, par exemple, j'ai pris sur le plan psychanalytique un concept que Freud a émis, c'est l'idéal du moi, c'est que dans notre culture, nous, les parents ont projeté beaucoup de choses, un avenir meilleur que le leur sur leurs enfants. Et ça, c'est pas que haïtien, c'est tous les parents en général. Et cette pression va pousser les enfants à aller très loin. Ça, c'est de bonne guerre. Mais il y a d'autres facteurs qui vont faire que ces jeunes, lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, ils veulent prendre une revanche sur la vie. Et sur la société. Sur la société. Ouais. Et il y a aussi un système qui a échafaudé et bien longtemps avant eux qui les attendait aussi. Et lorsque ils vont arriver au pouvoir, ce système va mettre autour d'eux toute une infrastructure pour les attirer dans ce champ gravitationnel que j'ai comparé comme un espèce de trou noir. Et lorsqu'on s'y approche de trop près, on est vite fait happer. Vous voyez, c'est ça, le système les a broyés en leur offrant femmes, argent, voitures et maisons, vous voyez, dans un lieu différent de leur lieu d'habitude. Donc, il y a tout ça qui vont faire que rapidement, et cette génération va tomber dans la facilité et qui va pousser le pronostic
la déviation, du moins à la désillusion, c'est ce pronostic prométhéen de la vision du professeur Leslie. Et j'ajouterais aussi que la plupart de ces gens-là, effectivement, ont vécu à l'étranger. Ils ont vécu souvent dans une situation pas très glorieuse dans le pays d'accueil, c'est-à-dire que pas un boulot à la hauteur de leur formation. Et quand ils sont retournés en Haïti, je crois que vous en parlez un petit peu dans le livre aussi, retourner en Haïti avec un poste de ministre ou de directeur général, évidemment, ça, c'est la revanche sur la vie. Exact. Et je vois dans ce chapitre, quand j'ai parlé de les chassés-croisés qu'il y a eu après 1986, d'un côté, vous avez les tenants du système qui sont partis à l'étranger, en exil, avec les poches remplies d'argent, mais de l'autre côté, vous aviez toute cette population qui était en exil, ou du moins qui étudiait à l'étranger, qui vont rentrer au pays, mais avec toute l'envie de refaire, ou du moins de faire une économie. Et là, ils ne se posent pas la question. Comme vous avez dit, ils ont pillé les caisses de l'État parce qu'il y avait tout un passé, il y avait toute une vie à rattraper. Donc, ils ont eu la chance, maintenant, ils l'ont fait. C'est ça. Quand vous êtes agent de sécurité à Paris, vous travaillez dans un magasin, tandis que vous êtes docteur en je ne sais quoi, ou en sociologie ou en économie, et vous avez un job de ministre en Haïti, donc voilà. Et il y a aussi un phénomène qui est très important, c'est que le pays est construit aussi pour pousser ceux qui sont arrivés au pouvoir à se comporter ainsi. Parce que le pouvoir, il devient fugace en Haïti. Vous voyez, et quand on arrive au pouvoir, par exemple, quelqu'un qui arrive ministre en Haïti, il sait qu'il n'est pas là pour très longtemps. Il est là peut-être pour 1 mois, et pour 2 mois, pour 6 mois. Et lorsqu'il va retourner dans son milieu civil, la société elle-même va le juger. Ah, toi, tu étais ministre, et là, tu reviens ici dans cette maisonnette avec cette petite voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, donc, il y a quand même, la société prête le flanc, aussi en quelque sorte, à ce comportement. Vous voyez, si vous revenez ministre en Haïti et que vous vous comportez bien, et c'est tout à fait normal que vous repartez dans votre appartement avec la petite voiture, etc., à mener une vie normale. Mais la société n'est pas prête à vous recevoir et votre milieu social aussi n'est pas prêt à vous recevoir parce que vous aviez été ministre et maintenant vous revenez dans une vie normale. Vous voyez, donc il y a ce problème aussi. Et à la fois, bien sûr, c'est de la mauvaise foi du ministre, mais aussi, il y a un problème de la société. Donc, il y a un travail qui doit être fait pour que la société exige de ses dirigeants une vie normale et soit prête aussi à les accueillir comme étant quelqu'un normal, comme ça se fait. Et moi, quand je vais en République dominicaine, quand vous allez dans une ville de province, le maire, il n'est pas extravagant, le député, il n'est pas extravagant, le sénateur, il n'est pas extravagant. Il vit avec les moyens qu'il avait. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ouais. Alors, dans un chapitre de votre livre, effectivement, ça m'a aussi interpellé. Vous parlez de cette génération comme une génération de la brasse, en fait, génération des politiciens. D'aujourd'hui, ça c'est très intéressant ça. En fait, le pays, c'est comme si Haïti était devenu un pays de brasse, un pays de brasseurs. Ouais. D'ailleurs, vous dites que un job en Haïti qui ne donne pas la possibilité de brasse, c'est pas un bon job. Non. C'est ça. En fait, j'ai voulu faire une comparaison parce que je fais beaucoup dans le livre, dans le chapitre d'ailleurs, et de la génération de la honte à la génération de la honte et à la génération de la brasse. Ça j'ai bien aimé parce qu'effectivement, là, je me dis, waouh, ça c'est bien trouvé, de la génération de la honte à la génération de la brasse. Oui. C'est vrai que la génération de la honte, en fait, la génération de la honte, on va dire, c'était créé à partir de la revue de la honte, on va dire, c'est un courant littéraire. Un courant littéraire, les penseurs d'une société, etc. Et maintenant, c'est un hommage aussi que je voulais faire à cette génération et à toutes les générations précédentes qui croyaient dans cet Haïti. Et maintenant, le pays, c'est ça, le délitement social. Et maintenant, le brasseur, on dit en Haïti un brasseur. Le brasseur, c'est celui qui va prendre les choses à son avantage, toujours à son avantage. Et comme vous l'avez dit, le travail, le job,
il est important à partir du moment qu'il y a une brasse, il y a une magouille. Vous voyez, c'est ça qui est très important. S'il y a un travail, n'a pas de possibilité de brasse, eh bien, il n'y a aucune... c'est pas intéressant ce travail. Même si c'est un travail qui est valorisant sur le plan personnel, sur le plan social, mais le travail n'est pas valorisant parce qu'il n'offre pas la possibilité de brasse. Parce que la société haïtienne est embrayée sur ce concept de brasse. Tout le monde brasse dans la société haïtienne. Ou du moins, je ne vais pas dire tout le monde, mais la grande majorité brasse dans la société. Et le peu qui essaye de tenir correct, eh bien, deviennent, vous voyez ce que je veux dire, des idiots dans la société. Oui, c'est des idiots. C'est des idiots parce que eux, ils essayent de rester corrects. Et c'est difficile de rester correct. Ou dire de rester idiot. Les deux. C'est difficile de rester correct, c'est difficile de rester idiot. Et moi, il y a quelque chose d'analyse que j'aime faire. Et lorsque vous travaillez à un endroit, c'est votre passion pour donner du résultat. Ben, vous travaillez pour donner du résultat. Mais lorsque votre passion, c'est pour détourner les ressources qui sont mises à votre disposition pour accomplir les choses personnelles, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez négliger carrément le résultat collectif, eh bien, pour privilégier le résultat personnel. Eh bien, il est où le développement? Il ne peut pas y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de progrès lorsqu'on est embrayé, lorsqu'on est piégé dans cette génération qui ne pense que à sa survie économique. Vous parlez même en fait d'un cas personnel que vous avez vécu, d'une histoire de vignette, effectivement, qui aurait pu être fabriquée en Haïti, mais qui est fabriquée en Allemagne pour la simple bonne raison qu'il y a des occasions de faire des brasses. Exactement. Et il n'y a pas que les vignettes, hein. Il y a les plaques d'immatriculation, les choses très simples. Je me souviens quand j'immatriculais mon véhicule, il a fallu aller chez un cordonnier et vous donner votre plaque d'immatriculation en France, hein, et puis le cordonnier, il va immatriculer, il va fabriquer votre plaque, vous allez visser dans la voiture, aussi simple que ça. Eh bien, Haïti, même la plaque d'immatriculation est commandée à l'étranger. Et pourquoi? Parce que fabriquer les plaques, donner la possibilité aux artisans de fabriquer leurs plaques, ça n'apporterait pas grand-chose. Ça n'apportera pas grand-chose. C'est comme les vignettes. Exactement. Donc, les vignettes, les plaques d'immatriculation, beaucoup de choses sont commandées à l'étranger. Eh bien, on a négligé l'artisanat, le développement industriel du pays parce qu'il y a quelqu'un en commandant ces plaques. Même si ça coûte très cher de les commander. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher de les commander à l'international. Et lorsque j'ai dans cette rencontre, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Et le comportement n'a pas été simple. Je leur ai dit, mais fabriquer des plaques, des vignettes, c'est pas une chose si compliquée que ça. Ça, on peut le faire en Haïti et développer des entreprises locales. Ok, on va y travailler. Jusqu'à présent, on y travaille encore. On y travaille. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, vous parlez aussi des brasseurs politiques, il y a des partis politiques, il y a des gens qui ont fait des petits partis, qui ont des partis politiques, rien que pour la brasse. Oui, parce que là, je pense que ça, c'est un problème vraiment sérieux. Hein. Et l'émiettement des partis politiques, moi j'appelle ça comme ça, l'émiettement des partis politiques, juste pour le nombre. Et je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'il y a une crise en Haïti, on essaye de chercher une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel aux partis politiques, aux leaders politiques. Okay? Ils vont se mettre d'accord autour des résolutions. Ils sont 60, 70, ils vont signer une résolution portée par 70 partis politiques. Okay? Le problème est résolu. Et maintenant, ces partis politiques qui se sont mis d'accord pour résoudre le problème, après quelques mois, qu'ils n'ont pas été tous satisfaits avec des postes ministériels ou de direction, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont encore se disloquer pour revenir dans la rue, manifester et défaire l'accord qu'ils venaient de faire. Oui, parce que, et si on n'est pas d'accord,
c'est pas grave. Moi qui avais signé cet accord sous les termes de ce parti politique, c'est pas grave, je vais créer un autre parti politique. Vous voyez, donc ça veut dire, lorsqu'on est dans une société, il n'y a pas de contrainte pour créer des partis politiques, eh bien, on n'aura jamais de solution. Parce qu'il faut apprendre les gens à vivre ensemble, à accepter l'autre avec sa différence, mais avec aussi sa capacité de fonctionnement. Par exemple, si moi je suis leader d'un parti politique et que je vois en vous une menace, automatiquement, au lieu d'apprendre à collaborer avec vous, eh bien, je vais me séparer pour aller créer un autre parti ou vous allez créer un autre parti politique. Alors que là, on ne peut pas développer un pays. C'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé même carrément que la solution passerait malheureusement ou heureusement par la dislocation de tous les partis politiques. En revenant à quelque chose de nouveau, en prenant exemple sur les autres pays qui marchent. Pourquoi les États-Unis, 300 millions de personnes, avec environ 2 grands partis politiques qui arrivent au pouvoir depuis des dizaines d'années, ou du moins des centaines d'années, alors que nous sommes un peuple autour de 12 millions de personnes avec 300 partis politiques. Plus de 300. Plus de 300 partis politiques. Il est où l'intérêt dans tout ça? Alors, effectivement, quand on a dit tout ça, évidemment, vous parlez de beaucoup de choses, de la campagne des OJT, etc., des missions évangéliques, effectivement, qui nous a complètement... et tout ça. Mais quand on a dit tout ça, vraiment... Alors, je reviens à la question que vous posez au début de votre livre, effectivement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Sur quoi peut-on, comment dire, s'accrocher pour espérer un changement? Ouais, donc... j'ai essayé d'apporter quelques éléments à travers le dernier chapitre. Qu'est-ce qu'il nous reste? D'abord, j'ai analysé une photo que j'ai, en fait, une vidéo que j'ai regardée pendant un mouvement en Haïti, en 2022, je crois. C'est l'écolier et le mur de feu. L'écolier et le mur du feu, c'est un enfant, malgré une journée de grève annoncée, une journée de manifestation terrible qui a été annoncée à Port-au-Prince, et les parents ont eu le courage quand même de faire porter un uniforme à cet enfant pour l'envoyer à l'école. Donc ça veut dire qu'il y a encore une volonté qui reste chez les Haïtiens d'aller chercher ce pain d'instruction. J'ai analysé aussi le comportement des Haïtiens en général face à la République dominicaine lorsqu'on a voulu construire le canal sur la rivière Massacre. Donc on voit que c'est un peuple qui a envie de vivre. Le peuple, il a cette force, cette volonté encore en lui. Malgré tout ce qu'on lui a fait, il a cette volonté, je ne peux pas appeler ça de résilience, c'est plus que la résilience. Parce que la résilience, le plus souvent, c'est un terme qu'on peut bafouer. Mais là, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Mais il y a aussi cette valeur culturelle qu'on n'a pas encore perdue. Nous avons encore nos connaissances de nos plantes. Nous avons cette culture, aussi cette musique. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, sur lesquelles moi j'aime, par exemple, dans mon travail, lorsque je rencontre quelqu'un qui parle de la musique haïtienne, de la peinture haïtienne, donc c'est quelque chose qui donne de l'espoir. Donc nous avons quelque chose qui est extrêmement positif. Il faut appuyer, il faut profiter sur ces aspects extrêmement positifs pour tirer le pays vers le haut. Parce que même dans la misère, l'Haïtien arrive à produire des choses extrêmement importantes. Vous vous souvenez de Black Alex, cet enfant Cocorat qui est devenu une méga star. Vous voyez? Donc ça, tant qu'on les aura dans la société, il y aura toujours raison d'espérer. Et tant qu'il y aura ces artistes, ces écrivains, vous voyez, même si, quand bien même on est tombé dans cette génération de la brasse, mais il y a toujours des Haïtiens qui pensent à Haïti, qui donnent le meilleur pour le pays, soit en jouant au foot, en portant le maillot d'Haïti fièrement sur leur dos. Eh bien, donc c'est un pays qui donne raison d'espérer. Bien sûr, on a voulu analyser tous ces éléments qui nous ont conduits là où nous sommes. Mais c'est un pays qui n'est pas enterré. Et je dis même l'Haïti, c'est plus qu'un pays, c'est une conception.
C'est une idée Haïti qu'on ne peut pas tuer. Vous voyez, donc, et nous devons faire ce qui est nécessaire pour reprendre le flambeau, parce que cette culture, elle est belle, elle est riche, elle est profonde. Et bien sûr, il y a, on le voit, hein, un éveil quand même qui est en train de faire sur le plan spirituel, sur le plan de la pensée, des personnes qui oseraient aujourd'hui s'afficher. Et ça, c'est extrêmement important. Et je le dis pour conclure dans le livre que c'est un pays, un peuple en général qui a besoin de la réparation et de la restauration pour une meilleure réhabilitation. Quand je parle de la réparation, je parle de la réparation pour ceux-là qui ont été le plus souvent démunis pendant toute leur existence. Ces enfants de Madame Papa, ces descendants de Sainte-Anise, et ceux-là, aujourd'hui, ces jeunes qui deviennent des chairs à canon pour les gangs armés, ils ont besoin de la réparation. La restauration, nous avons besoin de ça pour tout le monde. Pour ceux qui ont été mal éduqués, voyez, pour ceux qu'on a éduqués à détester le pays, ils ont besoin de la restauration et pour une meilleure réhabilitation. Je dis que le pays, c'est comme un téléphone qui était envahi par des virus et en plus de ça, il est cassé. Lorsque vous avez ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone, vous le posez de côté. Il est hors service. Mais si vous voulez remettre ce téléphone hors service, le réhabiliter, il faut d'abord le réparer, ensuite le restaurer, enlever les virus et installer un antivirus puissant sur le téléphone pour empêcher qu'il soit réinfecté à nouveau. Donc notre peuple a besoin de cette réparation économique, matérielle et cette restauration en allant jouer sur le cerveau avec l'éducation pour instaurer un nouvel antivirus, pour enlever le virus de l'infériorité, du mépris social. Vous voyez, ce rire qui est anesthésiant mais qui ne guérit pas. Bien sûr, on peut rire, il faut rire, mais il faut guérir ce problème. Peut-être qu'on arrive plutôt par le pleur. Le pleur psychanalytique, le cri primal, vous voyez, pour se débarrasser de cette peine profonde, de cette douleur profonde. Vous voyez, donc c'est un peuple qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être pris en charge pour pouvoir se débarrasser de tout ça, parce qu'on a beaucoup souffert. Hein. Il y a eu le tremblement de terre en 2010, et puis là, à partir de 2021, on a vécu quand même l'assassinat d'un président. Et puis, c'est millions de personnes qui ont tout perdu. Donc, il y a beaucoup à faire. Ouais, qui sont déplacés, qui sont... Alors, merci beaucoup, Étienne Jean, vraiment. C'était une belle façon de conclure cette interview avec ces belles paroles. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Étienne Jean, Haïti, le grand désarmement. Alors, c'est un livre qui est paru aux éditions Milo, ça il faut le dire effectivement. Donc, merci beaucoup Étienne Jean, qui, si vous voulez non seulement comprendre, avoir un regard neuf sur la situation haïtienne, je vous conseille cet ouvrage. Merci Étienne Jean d'être passé nous voir. C'était un plaisir pour moi d'être reçu dans cette grande maison. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.